On va parler ensemble du cloisonnement, de la fin du cloisonnement et donc de décloisonnement. On a envie d'en savoir plus, bien sûr, puisque ça concerne tout le monde. Finalement, ce décloisonnement des espaces de travail. Et depuis ce matin, on a parlé beaucoup de bâtiments, de construction, mais on tend vers ce sujet de la vie quotidienne sans cloison entre le travail, entre les collègues, etc., mais aussi avec la vie autour. On a envie d'en parler avec vous. Isabelle Tisserand, d'abord, vous êtes directeur chez IBM Digital Sales, c'est ça ? Racontez-nous un peu ce que vous y faites au quotidien. Bonjour à tous. Donc les ventes digitales pour IBM, c'est, si vous voulez, un complément à ce qu'on peut faire de façon traditionnelle, et c'est rencontrer nos clients et nos prospects à distance. Donc auparavant, ça se faisait essentiellement par le téléphone. Aujourd'hui, les moyens de rencontrer les clients sont beaucoup plus variés. On parle de l'expérience client, ils se renseignent sur le web, ensuite ils vont sur des plateformes où ils trouvent de l'information, ils peuvent même commercer. Oui. Sur des plateformes, ils sont dans des forums de discussion, et puis on les contacte via des moyens vidéo. Donc on voit qu'il y a une évolution du métier de ce que sont ces ventes digitales, donc qui sont vraiment digitales et plus seulement téléphoniques, comme on l'avait auparavant, qui viennent compléter, je dirais, le dispositif de rencontre de nos clients et sur lequel nous devons nous adapter avec, je dirais, des compétences nouvelles, des technologies nouvelles, oui. Et on le voit aussi, des espaces nouveaux. Et ça rentre complètement dans le sujet, bien sûr, aujourd'hui. On va passer le micro à votre voisin, Henri-Claude Lambert, qui est vice-président de Sanofi Global Real Estate, Facility and Records Management. Ça veut dire quoi, votre carte de visite, quand je la lis? Votre quotidien, c'est quoi? Alors, ça veut dire que si on n'a pas une approche intégrée du real estate, du facility management et de la manière dont on traite l'information sur un site, on va avoir du mal à décrire le end-to-end process qui consiste à accueillir les gens correctement sur les différents sites. Donc, pendant des années, je pense qu'on a construit des immeubles et on a mis des gens dedans pour travailler. Oui. Maintenant, on comprend les rythmes de ces personnes et on construit un environnement de travail autour. Et bien sûr, ça ne peut pas se réduire à simplement du real estate, d'où l'intérêt d'avoir cette fonction qui regroupe l'ensemble jusqu'au records management, qui est en fait le management de l'information en lien avec le digital. Et beaucoup de choses à dire sur le sujet, bien sûr. Grégory Rouca, vous êtes le directeur des services généraux LVMH. Donc, votre quotidien, c'est finalement ça, cette vie au travail à gérer? Effectivement. Le quotidien, c'est gérer les équipes, gérer l'activité de l'entreprise et quelque part lui donner les outils de travail qui vont permettre à chaque direction, RH, juridique, digital maintenant, etc., de pouvoir se focaliser sur leur métier et non plus se préoccuper de leur environnement de travail, leur espace, etc. Voilà la fonction principale que l'on a aujourd'hui. Et je vais commencer avec vous justement, puisque c'est la question de cette rencontre dans cette séquence. Est-ce que vous observez, vous justement, la fin du cloisonnement? On vient d'où? On va où? Racontez-nous. Cloisonnement, décloisonnement. Je ne sais pas, je serais peut-être un petit peu le poil à gratter de cette anecdote, mais on observe effectivement ces derniers temps un principe de décloisonnement qui est assez fort, avec aujourd'hui des aménageurs qui ont tendance à vendre le décloisonnement comme étant une nouveauté, le flex office. La constatation qu'on fait, en tout cas nous chez LVMH, c'est qu'aujourd'hui on est peut-être en train d'y revenir parce que, et ce qui a été dit très justement par Henri-Claude Lambert, c'est que notre métier, on doit s'adapter à la vie, à la fonctionnalité première de cette direction du métier. Et cette fonctionnalité, quelque part, elle a des nécessités de temps en temps de cloisonnement ou alors de décloisonnement. Tout va devoir s'adapter à ça, à cet environnement qui est propre à chaque direction. Et notre métier aujourd'hui, en fait, est en train de se moderniser. On n'est pas là que pour s'assurer du bon fonctionnement de la climatisation, de la porte qui grince ou autre. Bien sûr. Certes, c'est peut-être notre socle de base, en tout cas au départ, mais aujourd'hui, il a un engagement qui est très fort avec les directions RH, avec les directions digitales, parce que, et c'est un des sujets notamment de la thématique d'aujourd'hui, c'est que tout ce microcosme, quelque part, va avoir un impact très fort sur l'organisation des espaces de demain. Alors on va voir ce qu'en pense Isabelle Tisserand. Chez IBM, vous venez d'inaugurer un nouvel espace de travail dans votre siège à Bois-Colombes. C'est un espace qui s'appelle IBM Digital Zone. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez créé cet espace? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Vous décloisonnez, c'est ça?
Oui, en quelque sorte. En fait, comme je le disais, il faut travailler autrement. Et effectivement, il ne faut plus travailler seulement dans une entité. Il y a cette notion de faire tomber les silos, être capable sur un projet, sur une mission, de rassembler des équipes qui viennent d'entités différentes. Oui. Typiquement, nous, dans nos métiers, travailler très proche avec le marketing. On fait de la vente, mais il faut être très proche du marketing quand on parle du digital. Bien sûr. Travailler aussi avec les offreurs de solutions et puis ceux qui connaissent les clients. Donc, il faut adapter notre espace de travail à ces petits groupes qui vont se constituer et qui doivent pouvoir ensemble co-innover, co-créer et travailler, je dirais, pendant quelques mois peut-être ensemble et puis après avoir des relations plus distantes. Donc ça, c'est un élément important qui a été fondateur dans cet espace qu'on a voulu créer. On l'a appelé IBM Digital Zone. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un travail de groupe pour trouver le nom. Vous voyez, on a été là aussi, on a voulu utiliser le design thinking et des méthodes d'innovation pour que chacun se retrouve non seulement dans l'espace, puis aussi dans le nom qu'il porte. On a veillé à faire, donc avoir des espaces de collaboration qui sont, je dirais, variables également, qu'on puisse travailler quelques heures ou quelques jours ou quelques mois ensemble. Et donc, ça veut dire quelque part une flexibilité dans les locaux qu'on propose. Il a fallu aussi, nous on a aussi des postes de travail fixes, on n'a pas que des espaces de collaboration, et dans ces espaces de travail fixes, il faut apporter une technologie qui soit de qualité supérieure, puisque je parle de vidéo, je parle de médias, et il est évident qu'aujourd'hui, il faut délivrer non seulement de la qualité, de la vitesse, et du confort pour nos collaborateurs. Donc on a travaillé aussi, je dirais, à inclure dans les postes de travail de la technologie de grande qualité. On a même été jusqu'à créer un studio vidéo comme un environnement de télévision pour pouvoir nous permettre là aussi de filmer des séquences. Donc vous voyez, on a joué sur tous ces paramètres-là pour adapter l'espace de travail à nos nouvelles méthodes de travail et puis se créer aussi une entité, une reconnaissance et se différencier de ce qu'on avait pu être de par le passé. On va avoir l'occasion d'échanger. D'abord, je souhaite la bienvenue à Cécile de Guilbon qui vient nous rejoindre. On vous passera le micro dans un instant. Cette question de la fin du cloisonnement, du décloisonnement, vous l'êtes posée chez Sanofi. Alors, je vais vous confier quelque chose. J'ai un grand bureau qui fait 350 mètres carrés. C'est super. Mais c'est normal. Au sein de mon bureau, j'ai plusieurs possibilités. C'est à la taille de votre talent. Sûrement, sûrement. La seule petite chose, c'est que dans mon bureau, il y a plusieurs espaces de travail en fonction des moments de ma journée. De temps en temps, j'ai besoin d'être tout seul. De temps en temps, j'ai besoin de collaborer. De temps en temps, je travaille en mode projet. De temps en temps, j'ai une téléconférence. Et j'ai pensé que c'était plus intelligent de partager mon bureau avec 70 personnes, en fait. Vous et sympa. Donc voilà. Donc, alors, maintenant, après 5 ans, parce que nous vivons comme ça maintenant chez Sanofi depuis 5 ans. C'est bien, en full flex office et avec très peu de bureaux individuels qui sont réservés au moment de concentration. Donc, et nous sommes maintenant 16 000 dans le monde chez Sanofi, plus d'une vingtaine de sites sur lesquels on est en activity-based workplace, Panama, Tokyo, Boston, Paris, etc. Donc en fait, on a 2 questions à poser à nos collaborateurs, peut-être que j'anticipe un petit peu, c'est au bout du bout, comment ça marche? Est-ce que les gens sont contents? Quand on pose la question à nos collaborateurs dans le monde entier, de manière anonyme, est-ce que vous êtes satisfait de votre workplace? 80% nous répondent oui. D'accord. Ils nous répondent oui, je suis satisfait. Et à la deuxième question qui est, seriez-vous fier de montrer votre workplace à des gens de l'extérieur? À 90%, c'est oui également. Donc, je pense que ce qui a été dit par Isabelle est très important. Il faut bien comprendre les différents moments et ce que font les gens, et c'est la condition pour pouvoir réussir à enlever les cloisons. Mais oui, définitivement, il faut enlever les cloisons. Et j'ajouterais, il faut aussi enlever les murs qui séparent l'entreprise de l'extérieur. Et ça aussi, c'est important parce qu'une entreprise, ça vit avec les gens qui sont en interne. Évidemment. Et puis ça vit avec des gens qui viennent, des prestataires, des clients, des innovateurs, des startups. Et il faut donc rendre les cloisons avec l'extérieur à mon avis, le plus fin possible pour que l'entreprise puisse se développer. Et c'est ce que nous testons sur 3 sites dans le monde aujourd'hui. Cécile de Guilbon, vous êtes la VP Corporate Real Estate chez Renault Group. Merci d'être avec nous. Ces questions, vous vous les êtes posées depuis des années. Est-ce que les collaborateurs vous les ont posées depuis des années chez Renault? Qu'est-ce qui a été cloisonné ou décloisonné?
Alors, je vais vous répondre, et je ne fais pas exprès, mais je vais commencer par une petite anecdote. Allez-y, je vous en prie. Franchement, je Mettez vais le micro rebondir, sur le menton, s'il vous plaît. je vais rebondir sur ce que vient de dire mon collègue. Nous, on a fait une Learning Expedition en Silicon Valley, et on en avait déjà fait une l'année d'avant d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de choses qui changent chez Renault. Une de mes angoisses, c'est de me dire, est-ce qu'on a bien tout vu? Alors, on est revenu en se disant qu'il n'y a pas de recette, hein, mais au moins, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on assume, etc. Et en revenant, on avait notamment vu ce que vous dites, c'est-à-dire une entreprise très ouverte sur l'extérieur, des halls avec des espaces de coworking pour les passants dans la rue, etc. Et on avait mis ça comme étant vraiment des éléments intéressants qu'on souhaiterait développer sur les sites de Renault. Et la première personne que j'ai contactée en rentrant de ce Learning Expedition, c'est le directeur de la sécurité, en disant, tu sais pas ce qu'on a vu, notamment le siège de LinkedIn, de Salesforce, etc. Et ce jour-là, il y a eu les attentats, enfin un attentat, aux États-Unis, il y en a moins qu'en France, mais au siège de YouTube. Oui. Et la sécurité n'est pas du tout d'accord pour qu'on relâche les mesures de protection des sites de Renault. Et on déporte même, notre concept, c'est de déporter tout ce qui est contrôle, accès, etc., du site lui-même pour pouvoir vraiment créer ce SaaS. Et voilà, on considère qu'on doit la protection à nos salariés, c'est vraiment quelque chose de base, et y compris à nos visiteurs. Et il n'y a pas matière tellement à négociation. Donc moi, je suis tout à fait d'accord que ce serait vraiment bien de beaucoup plus ouvrir à tous les points de vue, mais on n'est pas du tout les seuls à mettre à bord. Et il faut, forcément. Voilà. Parlez-nous peut-être en tout cas des grandes évolutions dans les aménagements d'espaces de travail, les grandes évolutions que vous avez pu constater finalement vous dans vos carrières, dans le même groupe ou dans d'autres groupes. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui ne change pas justement? Alors je vais peut-être donc répondre à la question, parce que là c'était donc l'anecdote sur l'attentat chez YouTube. Donc nous d'abord je voudrais replacer les choses dans leur contexte, parce que chez Renault donc on a 13 millions de mètres carrés, mais 70% c'est les usines. Et on a 650 sites et 60% c'est les succursales, les garages, les showrooms. D'accord. Donc aujourd'hui on va parler principalement des sites tertiaires ou des sites R&D. C'est quelque chose de très très important parce que c'est là qu'on conçoit les futurs modèles. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de CAPEX, on a des énormes demandes d'adaptation de bâtiments, et je me limite à l'immobilier. Je ne parle même pas des investissements R&D, mais en fait on est en concurrence, on est quand même en concurrence avec les R&D. C'est-à-dire qu'on doit arbitrer en permanence les CAPEX que l'on met sur nos sites, et en plus, voilà, les étaler dans le temps. Alors revenez à ma question, si vous voulez bien, Cécile. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte nos sites avec tous ces nouvelles normes. Donc je ne vais pas redire ce que disent tous mes confrères. On partage tout à fait ces besoins, ces attentes, ces soucis d'attirer les talents, de faire évoluer vers des espaces collaboratifs, toute cette panoplie d'espaces. Sauf que on ne peut pas du jour au lendemain décréter qu'on passe l'intégralité des espaces de Renault sur ce mode-là. Donc ça crée des frustrés. On le fait à l'occasion de l'arrivée sur des nouveaux sites, ou quand vraiment on rénove, comme pour le Technocentre, en profondeur sur une période de 6 ans, notre site de 12 000 m². Dans ce que dit Cécile, pardon, je vais laisser la parole aussi aux copains, mais vous allez échanger évidemment. Dans ce que nous dit Cécile là, elle nous dit on ne peut pas parce que ça peut être compliqué, et je l'entends évidemment. Mais est-ce qu'on pourrait dire, ben oui, on peut finalement, parce qu'il peut y avoir de la demande. C'est peut-être, c'est vous qui décidez à un moment donné de faire péter les coutures et de proposer un nouveau modèle, même si au début il y a des réticences. Quelle est l'évolution que vous voyez justement dans ce décloisonnement et dans l'appropriation des collaborateurs ? Oui, je peux peut-être juste dire un mot. Bon, nous, chez IBM, ça fait plus de 20 ans que les bureaux ont sauté et qu'on travaille dans des espaces de travail ouverts, je dirais. Donc, y a déjà ça, c'est dans nos gènes. Ce qui est intéressant par rapport à mon activité de vente digitale, c'est qu'on est organisé dans des centres qui regroupent ces compétences, et qu'on avait fait appel à des architectes pour concevoir justement les centres appropriés, en particulier Gensler, qui a beaucoup travaillé et qui a créé des modèles
pour avoir des centres qui diminuent le bruit et qui s'adaptent, je dirais, à ces environnements. Ce qu'on a vu quand j'ai créé mon centre à Paris, moi, c'est que le modèle Gensler, eh ben, quelque part, je ne pouvais plus l'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'on changeait, nos façons de travail évoluaient. Donc, il fallait faire autre chose. Il fallait s'inspirer, bien sûr, des remarques et des conseils qu'ils nous donnaient, mais il fallait adapter, il fallait faire plus, il fallait faire différent. Et je crois que ce qui est différent, c'est qu'on a entraîner les collaborateurs dans la conception de comment devait être notre centre. Et que, bien sûr, on a travaillé avec nos équipes de real estate et les architectes, mais nous étions très, très partie prenante. Et on n'a pas subi, si j'ose dire, les dictates ou les conseils ou les guidance que peuvent nous donner d'habitude les organisations qui s'occupent du real estate. Moi, je ne suis pas du tout dans cette partie-là. Et je pense que ce mode de coopération un petit peu inversé est assez nouveau et nous permet finalement d'avoir un site, un centre qui allie différentes méthodes et qui est un alliage de tout ça. Grégory, je vois réagir justement là-dessus. L'idée, c'est de ne pas subir, mais au contraire de co-construire. Et effectivement, je pense, si on répond directement, les grandes évolutions, c'est qu'on sort du plateau de bureau en mode écurie, un couloir central et des box individuels les uns sur les autres. Ça, c'est la grande image. Mais c'est aussi effectivement très fort depuis quelques années. C'est qu'on sort des projets qui sont des projets qui étaient top-down, avec effectivement une direction générale qui prenait à bras-le-corps le projet et qui dessinait eux-mêmes des plateaux de bureau, avec effectivement un mode qui est beaucoup plus constructif et participatif avec les collaborateurs. On l'a fait, nous, sur un tout petit projet dernièrement et ça a été excessivement fructueux. Et on est en train de le réaliser aujourd'hui sur le siège du groupe Monde, sur un projet qui est entièrement collaboratif avec une plateforme digitale à travers laquelle l'ensemble des collaborateurs, même si on a nommé des ambassadeurs, peuvent interagir sur l'avancement du projet. Ils ont une vision de l'avancement du projet, de ce qu'on est en train de faire. Ils ont une vision, ils peuvent vraiment interagir, c'est-à-dire vous faire des propositions. Les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, on a nommé des ambassadeurs par grande direction, qui eux travaillent aujourd'hui avec un cabinet qui nous accompagne sur le projet. Derrière, il y a un compte-rendu, il y a des plans, des images, des concepts qui sont donnés, et les collaborateurs peuvent, eux, à travers cette plateforme, soit interagir directement avec l'ambassadeur, soit de façon générale, via effectivement une plateforme de chat, où ils peuvent poser des questions, faire des remarques, etc. Et au fur et à mesure, tout ceci est intégré par quelque part le cabinet qui nous accompagne, pour ensuite affiner petit à petit l'ensemble des distributions. Aujourd'hui, on est exclusivement sur un projet qui est très macro, macro-zoning, avec de la conception de différentes typologies d'espaces. On disait tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure de notre journée, on a besoin de travailler dans des espaces qui sont différents et non pas regroupés au sein d'une seule et même entité individuelle de bureau. On est plus là-dessus. Et puis demain, on ira travailler, ce que je disais tout à l'heure, sur le micro-zoning par direction, parce qu'aujourd'hui, une direction du digital ne travaille pas de la même façon qu'une direction financière. Racontez-moi tous les quatre en un mot. On parle là de décloisonnement pour le travail, pour une meilleure collaboration, etc. Et pour autant, jamais la question du cloisonnement vie privée, vie professionnelle n'a été aussi prégnante en fait. Comment est-ce que vous arrivez à faire l'équilibre pour vos collaborateurs entre ce décloisonnement nécessaire pour le collaboratif et le cloisonnement vie privée, vie professionnelle? Qui répond à ça? Henri-Claude Lambert, peut-être chez Sanofi. Je veux bien répondre. C'est un sujet qui est sensible parce que pendant qu'on est en repos chez nous, finalement, notre mail continue à fonctionner. Et oui. Et puis le matin, quand vous vous levez, vous prenez votre téléphone, vous regardez, vous avez peut-être reçu 10 mails qui viennent de l'Asie. Et puis le soir, en vous couchant, en fait, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de fin. Donc je pense que de la même mesure que on met des règles de vie collaborative pour que les gens puissent profiter de ces espaces différents, qu'ils soient cloisonnés ou pas cloisonnés. Il faut mettre ces règles en place. Il faut aussi les mettre en place sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est-à-dire que si vous mettez des super espaces collaboratifs où les gens peuvent se sentir bien, avec des services formidables, une plateforme digitale qui est remarquable, mais que votre patron vous appelle à 7 h du matin parce qu'il a envie de passer son angoisse, quelque chose ne va pas fonctionner. Et ici, on est en train de parler de bien-être. Oui. Donc, je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que l'ensemble des règles qui doivent accompagner l'espace du décloisonnement, il doit aussi se faire en respect complet des rythmes des gens. Cécile, on est sur le fil du rasoir certainement en permanence sur ces questions. Justement, dans le cadre de l'application de la loi Macron, on est en pleine négociation sur les accords Renault en matière de télétravail, d'autant plus qu'on a été le premier groupe industriel en 2007 à négocier des accords sur le télétravail. On a
télétravailleurs. Ça fonctionne déjà très bien. On est vraiment en train de tout remettre à plat à la lumière de ces 10 années et surtout pour préparer l'avenir et tenir compte de ces attentes, de l'évolution de la technologie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. C'est que de même qu'il faut faire développer le collaboratif, mais il faut bien préserver la capacité des collaborateurs à s'isoler, à faire du travail individuel, à se concentrer. Toutes ces notions de concentration et d'espace individuel restent très prégnantes, même si le dénominateur commun, c'est de développer le collaboratif, de faciliter la rencontre. Donc veillons à cette cohabitation collaboratif et travail individuel et capacité de concentration. Et je crois qu'on sait tous que de plus en plus, les nouvelles générations ont du mal à se concentrer, et je pense notamment aux enfants, mais c'est vrai des adultes également. Et donc, il faut faire cohabiter collaboratif, collectif et individuel. Il faut faire cohabiter donc vie professionnelle et vie privée. Et c'est un équilibre entre les deux à trouver. Quel est le rôle finalement, votre rôle à vous, en tant que direction immobilière dans la transformation du travail au quotidien? Vous avez un rôle super important, vous et vos équipes, sur ces sujets, pour les services généraux ou direction immobilière. Oui, mais, parce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne devient plus une fonction support de base, on est quelque part un véritable capteur de la vie de l'entreprise. Et de ce fait, on remonte effectivement tout un tas d'informations à nos différentes directions. On disait tout à l'heure, le télétravail, c'est initialement un sujet RH, mais en fait, ce n'est pas que. Et le projet demain d'aménagement, ce n'est pas qu'un projet d'une direction immobilière, c'est un projet de différentes. C'est vraiment un projet collectif. Votre rôle en un mot, chacun? Moi, je voudrais juste revenir sur ce sujet du télétravail. Nous, on le fait depuis des années et on a en ce moment un mouvement plutôt inverse. C'est de s'assurer aussi que les collaborateurs reviennent au bureau, retravaillent ensemble et ne s'isolent pas. Parce que vu la transformation de nos métiers, vu toutes les innovations qu'on doit faire, ça ne peut pas se faire seul non plus. J'aborderai la question tout à l'heure avec Jean-Claude Legrand et Frédéric Mazella. Votre rôle pour terminer là-dessus dans la transformation Alors c'est très simple, mes équipes et moi-même, nous sommes responsables de la workplace experience. Voilà, là je pense que j'ai résumé, c'est-à-dire que l'expérience, c'est bien autre chose que des moyens ou des bureaux, des tables, des chaises, des écrans Microsoft partout. La workplace experience, c'est ce qui fait que vous allez être heureux de travailler dans cet environnement-là. Cécile, en un mot justement sur ce rôle-là. Alors nous, depuis 2015, on est domaine d'expertise stratégique, donc reconnu comme une grande fonction, au même titre que les grands métiers de Renault, pour apporter notre contribution à la compétitivité de l'entreprise. Donc on est toutes les grandes instances et tous les rouages. Et on se positionne véritablement comme business partner de l'ensemble des métiers. Donc, et vous êtes d'ailleurs vous-même VP Corporate sur ces questions. Fonction support, certes, mais vraiment force de proposition et business partner. Merci beaucoup. Des questions peut-être de la salle, quelques réactions pour réagir justement sur ces questions de cloisonnement, de décloisonnement au quotidien. Bonjour, Katie Le Cardonnel, Orange Consulting. On parle de décloisonnement, vie privée, bureau. On accompagne beaucoup de projets de décloisonnement et ça marche bien. Mon interrogation, c'est à partir de quand la tendance qu'on voit arriver sur le co-living, c'est-à-dire de pouvoir inclure aussi quelques logements, par exemple pour ceux qui viennent de province, pour des équipes qui se retrouvent, est-ce que vous la voyez arriver? Si elle vient pour vous, à quel terme vous pensez l'inclure dans vos projets? Qui peut répondre à cette question? Merci pour votre enthousiasme collectif. Non, je sais pas. C'est clair. Henri-Claude, Grégory, allez-y. On n'est peut-être pas forcément allé aussi loin aujourd'hui. Ce qui est très clair, c'est que dans les attentes des collaborateurs, sur ces collaborateurs qu'on a qui voyagent de par le monde, qui viennent, qui repartent, on a besoin effectivement d'adapter certains espaces pour ces grands voyageurs. Alors je n'irai pas jusqu'à du logement. En revanche, prendre en compte effectivement cette donnée aujourd'hui, enfin, en tout cas on le fait. Bien sûr. Cécile? Chez Renault, on est très moderne. On a des douches sur tous les sites du groupe. Et c'est vrai que pour les gens qui sont jet lag, qui arrivent par un avion, à l'avion de 4 heures du matin, ils sont très contents d'arriver sur un site, de prendre une douche. Et puis on a aussi énormément développé les calm space. C'est tout à fait officiel. C'est pour venir faire des petites siestes dans la journée. C'est quelque chose qui existe aussi dans les usines. Très bien. Donc ça contribue vraiment à bien gérer son rythme biologique. D'accord. Bonjour, Florian Voyer, je travaille chez Gymlib.
on voit que le débat fait un peu rage entre cloisonnement et décloisonnement. Est-ce que, souvent les employés font part de leur envie d'être décloisonnés ou cloisonnés. Est-ce que vous travaillez exclusivement avec l'envie des employés ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que vous regardez, comme la productivité, l'absentéisme, plein d'indices qui permettent de voir si le cloisonnement ou le décloisonnement, qu'est-ce qui est préférable au final? Vous avez des indicateurs à ce sujet chez Renault? Alors, je pense que dans tous les projets de transformation, le rôle du management est absolument capital. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça, je pense, contre le management. Et en tout cas, ça ne se passe pas forcément très bien si on n'a pas un management véritablement leader, impliqué et qui accompagne avec une équipe qui effectivement exprime ses demandes. On a une batterie de ratios, oui. On appelle ça des repères pour justement bien aider tous les projets dans le monde à bien se positionner les uns par rapport aux autres. Merci Cécile. Merci mesdames, merci beaucoup messieurs.